Je m'appelle Nathalie Hart. J'avais 34 ans quand un inconnu s'est assis en face de moi dans un petit café de River North, à Chicago, et m'a dit de ne pas demander le divorce. C'était en début d'après-midi. L'endroit sentait le café brûlé et les manteaux trempés par la pluie. Des employés de bureau parlaient doucement autour de nous. Rien dans ce moment ne paraissait dramatique, mais ma poitrine s'est serrée comme si l'air avait soudainement changé. L'homme s'est présenté comme étant Daniel Reed. Voix calme, posture soignée, ni nerveux, ni en colère, juste maître de lui. Il a prononcé le nom de mon mari comme s'il s'agissait d'un fait, et non d'une accusation. Votre mari fréquente ma femme. Je n'ai pas eu de haut le cœur. Je n'ai pas pleuré. J'ai senti quelque chose de plus froid s'installer dans mon estomac. La confirmation a un poids que le soupçon n'a pas. Daniel a posé une enveloppe épaisse sur la table entre nous. Il ne l'a pas encore ouverte. Il m'a regardé et a prononcé une phrase qui résonne encore dans ma tête. Si vous agissez la première, vous perdez. J'ai fixé l'enveloppe. Mes mains étaient stables, même si mon cœur battait la chamade. J'avais imaginé ce moment une centaine de fois. Je pensais que je crierais, que je le confronterais ou que je m'effondrerais. Au lieu de cela, je suis resté immobile. Daniel a expliqué calmement. Les tribunaux n'entendent pas la douleur, ils entendent les preuves. Si vous agissez sous le coup de l'émotion, vous protégez ceux qui vous ont menti. Si vous attendez, vous vous protégez vous-même. Il m'a dit qu'il avait appris cela à la dure. Il avait déjà parlé à des avocats. Il avait déjà commencé à tout documenter. Date, heure, lieu, schéma. J'ai écouté sans l'interrompre. Quelque part entre ces mots et le bourdonnement du café, j'ai réalisé quelque chose d'important. Ce n'était pas une réunion sur la vengeance. C'était un avertissement. J'ai pensé à mon mari, Eric, aux nuits tardives. Le téléphone retournait. La façon dont notre maison était devenue silencieuse sans la moindre dispute. Daniel a finalement glissé l'enveloppe plus près, mais ne l'a toujours pas ouverte. Vous n'avez pas à décider aujourd'hui, a-t-il dit. Promettez-moi juste une chose. Ne vous précipitez pas, j'ai hoché la tête une fois. Je ne le savais pas encore, mais ce moment, dans ce café ordinaire, a été celui où ma vie a cessé de tourner en rond pour commencer à avancer avec intention. Avant que tout ne s'effondre, je croyais que ma vie était simple et stable. J'étais marié à Eric Whittaker depuis 7 ans. Il travaillait dans les opérations pour une entreprise de logistique. De longues heures, mais prévisibles. Je travaillais à distance comme spécialiste en localisation. La plupart du temps, je traduisais des documents sur la table de notre cuisine avec la radio qui jouait doucement en fond sonore. Nous n'étions pas des gens dramatiques. Nous ne publions pas de grandes déclarations en ligne ni ne nous surprenions avec des voyages. Notre mariage était construit sur des routines. Les samedis matins à l'épicerie, les plats à emporter le vendredi, un film sur le canapé où Eric s'endormait toujours avant la fin. Eric n'était pas romantique, mais il était fiable. Si quelque chose se cassait, il le réparait. Si j'avais besoin d'aide, il était là. Il élevait rarement la voix. Il n'oubliait jamais de payer les factures. Ce genre de stabilité me semblait être une sécurité. Je me disais que c'était à ça que ressemblait l'amour adulte. En y repensant, je réalise avec quelle facilité j'ai confondu le calme avec la loyauté. Eric ne parlait pas beaucoup de ses sentiments, mais je supposais que cela signifiait de la profondeur. Il ne partageait pas grand-chose sur son travail, mais je supposais que cela signifiait de la responsabilité. Il n'y avait pas de signes avant-coureurs évidents à l'époque, pas de cris, pas de distance que je pouvais nommer, juste une maison paisible et une vie prévisible. Mes parents l'aimaient bien. Mes amis disaient que j'avais de la chance d'avoir un mariage calme. J'étais d'accord. Je croyais que l'absence de conflit signifiait la présence de confiance. Je ne savais pas encore qu'une maison peut être silencieuse, non pas parce qu'elle est sûre, mais parce que quelqu'un a déjà commencé à partir émotionnellement. À l'époque, je pensais avoir bien choisi. Je pensais que la constance était la même chose que l'engagement. J'avais tort sur ce point. Les changements ne sont pas arrivés tous en même temps. Ils se sont glissés discrètement dans nos journées jusqu'à ce que le schéma devienne impossible à ignorer. Eric a commencé à rentrer plus tard. Au début, c'était 21h, puis 22h, puis près de minuit. Il disait qu'un nouveau contrat mettait la pression sur l'équipe. Je l'ai cru car son travail avait toujours été exigeant. Puis son téléphone a changé.
Il avait l'habitude de le laisser face visible sur le comptoir. Maintenant, il restait face contre table ou dans sa poche. Quand il vibrait, il le vérifiait rapidement et détournait l'écran. Je me disais que j'imaginais des choses. Une nouvelle odeur est apparue dans notre salle de bain. Pas du savon, pas du déodorant, de l'eau de Cologne. Eric n'avait jamais porté d'eau de Cologne en 7 ans. Quand je lui ai demandé, il a haussé les épaules et a dit que quelqu'un au travail lui avait donné un échantillon. Ses vêtements ont changé aussi. De nouvelles chemises, mieux coupées. Il a commencé à se faire couper les cheveux dans un salon plutôt que chez le vieux barbier près de chez nous. Aucune de ces choses n'était mauvaise en soi. Les gens ont le droit de changer. Ce qui me troublait, c'était le timing. Le week-end, il a commencé à aller à la salle de sport. Il partait en milieu de matinée et revenait après le déjeuner, fraîchement douché et étrangement énergisé. Pas fatigué, pas endolori, juste léger, heureux d'une manière que je n'avais pas vue à la maison depuis des mois. J'ai essayé d'être encourageante. Je préparais des dîners. J'envoyais des messages pour lui demander s'il avait besoin de quelque chose. Ses réponses devenaient plus courtes. Parfois, des heures s'écoulaient avant qu'il ne réponde. Quand il le faisait, les mots semblaient distants. Si vous avez déjà senti votre maison se refroidir sans la moindre dispute, vous savez de quoi je parle. Rien n'était assez bruyant pour être confronté, mais tout semblait faux. La nuit, je restais éveillé à l'écouter respirer et je me demandais quand exactement le changement s'était produit. Je ne cherchais pas encore de preuves. Je cherchais à être rassuré. Mais mon corps savait déjà quelque chose que mon cœur essayait d'ignorer. Je n'arrêtais pas de me dire de ne pas être paranoïaque, d'être patiente, d'être compréhensive. Pourtant, une petite voix en moi répétait sans cesse la même phrase. Quelque chose ne va pas. Le moment où tout a basculé s'est produit un soir de semaine ordinaire. J'ai retrouvé une amie pour dîner près du quartier du Lop. Nous étions assises près d'une fenêtre donnant sur la rue. Les feux de circulation se reflétaient sur la vitre. Les gens passaient avec des parapluies et des mallettes. J'étais au milieu d'une conversation quand mes yeux ont capté quelque chose de familier de l'autre côté de la rue. Eric. Il était assis à une petite table dans un café. Au début, j'ai ressenti un soulagement. Peut-être que je me trompais. Peut-être que le travail l'avait vraiment retenu tard. Puis j'ai vu la femme en face de lui. Elle avait les cheveux foncés et portait un manteau couleur vin. Ils se penchaient l'un vers l'autre en parlant. Eric souriait, pas un sourire poli, pas le sourire fatigué qu'il ramenait à la maison. Celui-ci était ouvert et détendu, un sourire que je n'avais pas vu depuis longtemps. Ma poitrine s'est serrée. Je n'entendais plus rien. C'était comme si le restaurant autour de moi était devenu silencieux. Puis il a tendu la main sur la table et a pris la sienne. Ce n'était pas dramatique. C'était désinvolte, familier, le genre de contact qui ne demande pas la permission car il a déjà été répété de nombreuses fois. Je n'ai pas bougé. Je ne me suis pas levé. Je ne me suis pas précipité dehors. Mon corps refusait de réagir. Mon amie a remarqué mon visage et a suivi mon regard. Elle m'a attrapé le bras et a chuchoté que nous devrions partir. Je l'ai laissé m'entraîner. Mes jambes étaient faibles, comme si elles ne m'appartenaient plus. Je suis rentré seul à la maison. L'appartement semblait différent cette nuit-là. Le canapé, la cuisine, les photos sur le mur. Tout semblait être une mise en scène, un décor auquel je n'appartenais plus. Eric est rentré après minuit. Il a parlé nonchalamment, m'a demandé pourquoi j'étais encore réveillé. Sa voix était normale, trop normale. J'ai regardé son visage et j'ai réalisé quelque chose de douloureux. Une personne peut mentir calmement lorsque le mensonge est déjà devenu une routine. Je ne l'ai pas confronté. J'ai posé une question douce sur son travail. Il a répondu sans hésiter et est entré dans la salle de bain. Je me suis assise sur le canapé, écoutant l'eau de la douche couler, et j'ai pris une décision. Je ne réagirai pas. Pas encore. Parce qu'une fois que l'on voit la vérité, on ne peut plus l'ignorer. Et je devais être intelligente sur la suite des événements. Dès le lendemain matin, j'ai commencé à mener une double vie. De l'extérieur, j'étais la même épouse. Je préparais le café. Je lui demandais comment s'était passée sa journée. Je lui souhaitais une bonne nuit. À l'intérieur, j'observais tout. J'ai commencé petit. J'ai noté l'heure à laquelle Eric partait et l'heure à laquelle il rentrait.
J'ai noté les week-ends. J'ai noté les excuses. Je ne l'ai pas suivi. Je n'ai pas vérifié son téléphone. J'ai seulement observé ce qui était déjà visible. Quand il disait qu'il travaillait tard, je suis passé une fois devant son bureau. Sa voiture n'était pas là. Je me suis dit de ne pas paniquer. Une absence n'est pas une preuve. Quand il disait qu'il allait à la salle de sport, je lui ai demandé nonchalamment laquelle. Plus tard, j'ai vérifié l'abonnement en ligne. Il s'était inscrit. Il s'était enregistré une seule fois. C'est à ce moment-là que le poids m'a frappé. Savoir que quelqu'un ment sans pouvoir le prouver, c'est comme entendre une alarme incendie sans voir de feu. On ne peut pas se détendre, mais on ne peut pas agir non plus. Je n'en ai pas parlé à mes amis, j'avais honte. Je me sentais idiote de ne pas l'avoir vu plus tôt. J'avais aussi peur de prononcer les mots à voix haute sans preuve. J'ai rencontré discrètement un avocat spécialisé en divorce. Je lui ai tout raconté. Il a écouté puis a dit quelque chose que je ne voulais pas entendre mais que je devais comprendre. Les soupçons ne sont pas des preuves. Il a expliqué que sans preuve, l'émotion joue contre vous. Une confrontation ne fait qu'apprendre à l'autre personne à mieux se cacher. Les tribunaux ne récompensent pas la douleur. Ils exigent des faits. J'ai quitté ce bureau en me sentant plus lourde qu'en y entrant. Mais je suis aussi parti avec une règle. Ne pas bouger tant que je ne peux pas prouver. Cela signifiait faire semblant, sourire, dormir à côté de quelqu'un qui était déjà parti. C'était la chose la plus solitaire que j'ai jamais faite, mais c'était nécessaire. Daniel Reed est apparu un mardi après-midi. Je travaillais à domicile quand la sonnette a retenti. J'ai supposé que c'était une livraison. Quand j'ai ouvert la porte, un homme se tenait là, un dossier sous le bras. Début de la quarantaine, bien habillé, des yeux calmes. Il m'a demandé si j'étais Nathalie Hart. Nous nous sommes assis dans un restaurant tranquille à quelques rues de là. Il n'a pas perdu de temps en bavardage. Ma femme fréquente votre mari. L'entendre à voix haute était différent de le voir de mes propres yeux. La vérité a atterri plus lourdement, de manière plus définitive. Daniel m'a dit que sa femme s'appelait Brooke Lancaster. Il a dit que l'aventure avait commencé des mois auparavant. Nuit tardive, week-end en voyage, le même schéma que j'avais vécu. Puis il a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des photographies. Eric et Brooke au restaurant, marchant ensemble, entrant dans un cinéma, se tenant proches dans un parking. Chaque photo était légendée avec une date et un lieu. Je l'ai reconnu immédiatement. Le manteau couleur vin, la même femme du café. Daniel a expliqué qu'il avait engagé un professionnel après que ses soupçons soient devenus impossibles à ignorer. Il a tout documenté méthodiquement. Pas d'émotion, juste des enregistrements. Il ne s'est pas vanté. Il n'a pas insulté mon mari. Il parlait comme quelqu'un qui a déjà pleuré seul et a dépassé le choc. J'ai ressenti deux émotions à la fois. Le soulagement et le chagrin. Le soulagement parce que je n'imaginais pas des choses. Le chagrin parce que c'était réel. Daniel a fait glisser une clé USB sur la table. Vous en aurez besoin si vous décidez de vous protéger, a-t-il dit. Je lui ai demandé pourquoi il m'aidait. Parce que nous sommes dans la même situation, a-t-il répondu, et personne ne devrait traverser cela à l'aveugle. Avant de partir, il m'a donné son numéro. Il m'a dit de l'appeler si j'avais besoin de clarification sur l'un des dossiers. Alors que nous nous levions pour partir, il a fait une pause. Je vous recontacterai, a-t-il dit. Il y a quelque chose d'important dont nous devons discuter. 3 jours plus tard, il a appelé. Cette fois, sa voix était plus délibérée. Il a dit qu'il avait un plan. Nous nous sommes retrouvés au même café de River North. Daniel était déjà là quand je suis arrivé. Il ne s'est pas levé pour m'accueillir. Il a attendu que je m'assoie. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a attrapé une mallette noire et rigide sous la table et l'a posée sur la chaise vide à côté de lui. Le son qu'elle a fait en touchant le sol était sourd et lourd. Il ne l'a pas ouverte tout de suite. Avant de vous montrer ça, a dit Daniel, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de timing. Puis il a ouvert la mallette. À l'intérieur se trouvaient des liasses de billets de banque, soigneusement attachés. Je n'ai pas eu besoin de compter pour savoir que c'était une somme importante. Mon souffle s'est coupé malgré moi. Daniel m'a regardé droit dans les yeux.
Je vous demande de ne pas demander le divorce pour l'instant. Ma première réaction a été la colère. Cela me semblait mal. J'avais l'impression d'être acheté. Je lui ai immédiatement dit que je n'étais pas à vendre. Il a hoché la tête comme s'il s'attendait à cette réponse. Je sais, a-t-il dit. C'est pourquoi ce n'est pas un pot de vin. C'est une compensation pour votre endurance. Il a expliqué lentement. Si je demandais le divorce maintenant, Eric paniquerait. La panique atteindrait Brooke. Il couperait le contact, détruirait les preuves, réécrirait leur histoire. Ce qui semblait clair maintenant deviendrait flou au tribunal. Attendre ferait le contraire. Les schémas s'approfondiraient. Les preuves se multiplieraient. Les excuses disparaîtraient. Daniel m'a dit qu'il prévoyait d'attendre encore 3 mois. Pendant ce temps, il continuerait à tout documenter légalement et soigneusement. Il m'a demandé de ne faire qu'une seule chose. Ne pas bouger la première. Pas de messages émotionnels, pas de confrontation, pas de changement soudain, seulement un comportement normal et le partage d'informations déjà existantes. Seulement les faits. Je lui ai demandé pourquoi il avait besoin de moi spécifiquement. Parce que si vous agissez la première, votre mari préviendra ma femme, a-t-il dit, et tout ce que j'ai construit s'effondrera. Le poids de cette révélation s'est abattu sur moi. Nos situations étaient liées. Un faux pas de l'un de nous deux protégerait les personnes qui nous avaient trahis. J'ai de nouveau regardé la mallette. 3 mois me semblaient insupportables. Vivre dans la même maison, agir normalement, porter ce savoir seul. Daniel a fermé la mallette et l'a glissée vers moi. Cet argent n'achète pas votre silence, a-t-il dit. Il vous achète de l'espace, du temps pour penser clairement au lieu de réagir sous le coup de la douleur. Je ne l'ai pas touché pendant un long moment. Puis j'ai hoché la tête. J'ai accepté d'attendre. Non pas à cause de l'argent, mais parce que je voulais terminer cela de la bonne manière, avec des preuves au lieu de la rage, avec de la dignité au lieu du chaos. J'ai ramené la mallette à la maison ce jour-là, sentant son poids dans mes mains, non pas le poids de l'argent, mais le poids d'une décision qui allait tout changer. Les semaines suivantes ont exigé une sorte de discipline que je ne me connaissais pas. Rien dans ma routine n'a changé. Je préparais toujours le petit déjeuner. Je posais toujours des questions neutres. Je souhaitais toujours une bonne journée à Eric. De l'extérieur, notre mariage semblait intact. À l'intérieur, je documentais. Daniel et moi nous sommes mis d'accord sur des règles strictes. Pas de messages émotionnels, pas d'opinions, seulement des faits, des dates, des heures, des lieux. Si cela ne pouvait pas être prouvé, ce n'était pas partagé. Quand Eric disait qu'il avait des réunions tardives, Daniel confirmait que Brooke quittait son bureau à la même heure. Quand Eric disait qu'il voyageait pour le travail, Daniel vérifiait discrètement les vols. Les schémas ont commencé à se superposer de manière trop parfaite pour être une coïncidence. J'ai trouvé le bail de l'appartement par accident en cherchant une facture de service public. Evanston, 2 chambres. Eric était le seul signataire. Le bail datait de plusieurs semaines avant son excuse sur le stress au travail. J'ai pris des photos de chaque page et j'ai remis les documents exactement là où ils étaient. Daniel m'a dit que j'avais fait ce qu'il fallait. Les preuves n'ont d'importance que si elles sont propres. Pas de scène, pas d'accusation, pas d'empreinte numérique qui pourrait être remise en question. Nous avons traité cela comme un audit. Chaque réunion était consignée. Chaque nuit passée à l'extérieur était enregistrée. Chaque localisation partagée renforçait le dossier. Eric est devenu plus détendu à la maison. Sa garde a baissé. Il croyait avoir réussi à diviser sa vie en compartiments séparés. C'est l'erreur que font les gens lorsqu'ils mentent assez longtemps. Ils commencent à croire qu'ils ont le contrôle. Un soir, il a mentionné un court voyage d'affaires en Floride, à Tampa, pour 3 jours. J'ai souri et lui ai souhaité un bon vol. Daniel a confirmé que Brooke avait réservé les mêmes dates. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose d'important. Le silence n'est pas une faiblesse quand il est choisi. Parfois, le silence est une préparation, et la préparation est un pouvoir. Au moment où Eric est revenu de ce voyage, je n'attendais plus de preuves. Je les organisais. Ce qui allait suivre mettrait fin à tout. Pas bruyamment, pas émotionnellement, mais complètement. Eric est revenu de Floride, détendu et insouciant. Il a apporté un petit cadeau de l'aéroport et a dit que les réunions avaient été épuisantes. Je l'ai remercié et j'ai posé la boîte sur le comptoir.
Mon visage n'a pas changé. À l'intérieur, je savais déjà où il avait séjourné et qui avait dormi à ses côtés. Daniel avait tout sécurisé. Les heures d'entrée à l'hôtel, les repas partagés, des photos de marchant ensemble comme un couple n'ayant rien à cacher. Ce n'était plus seulement une liaison. C'était un schéma de vie partagé. Une semaine plus tard, Eric m'a annoncé quelque chose de nouveau. Il a dit que le trajet le fatiguait, qu'il serait peut-être judicieux de louer un petit appartement plus près du travail pendant la semaine. Il l'a dit avec précaution, en observant ma réaction. J'ai hoché la tête et lui ai dit de faire ce qu'il pensait être le mieux. Cette décision a ouvert la dernière porte. Daniel a confirmé que Brooke avait emménagé dans le même appartement. Le registre du parking montrait les 2 voitures pour la nuit. Les achats d'épicerie apparaissaient les jours partagés. Les comptes de services publics étaient activés. Ils ne se cachaient plus. Ils vivaient ensemble. C'était important. La cohabitation élimine les excuses. Elle élimine la confusion. Elle transforme une histoire en un fait. Nous avons choisi un lundi matin, 10 heures. Les 2 avocats étaient prêts. Les 2 dossiers ont été déposés à quelques minutes d'intervalle. Pas d'avertissement, pas de confrontation. Le mercredi, les papiers ont été signifiés. Eric m'a appelé en panique, me demandant où j'étais. Il est rentré précipitamment à la maison, tenant des documents timbrés avec des mains tremblantes. Sa voix était forte, mais ses yeux étaient vides. Je lui ai dit calmement que je savais tout, que j'avais des photos, des dates, des registres, la preuve de l'appartement, la preuve du voyage, la preuve de la vie qu'il avait construite en prétendant que la nôtre était intacte. Il a essayé de parler, mais rien n'est sorti. Quand je lui ai dit que le mari de Brooke avait déposé sa demande le même jour, son visage s'est effondré. Cette nuit-là, la maison était silencieuse. Non pas le silence de l'évitement, mais le silence de la révélation. Pour la première fois depuis des mois, la vérité n'avait plus nulle part où se cacher. Et j'ai enfin dormi. Les semaines qui ont suivi ont été calmes et procédurales. Eric a essayé de négocier. Son avocat a proposé des chiffres qui semblaient raisonnables en surface, mais qui ignoraient la responsabilité. Daniel m'a dit que Brooke avait fait de même. Ils voulaient tous les 2 que l'histoire se termine rapidement et discrètement. Nous avons refusé. Lorsque les gens sont pris, ils veulent souvent le pardon sans la responsabilité. Le tribunal ne fonctionne pas de cette façon. Les audiences n'ont pas été dramatiques. Il n'y a pas eu de discours, pas de cris, juste des documents examinés un par un. Photos, chronologie, dossier financier, contrat de location, registre d'entrée, les preuves n'élèvent pas la voix. Elles existent, tout simplement. Lorsque des excuses étaient offertes, elles s'effondraient sous les horodatage. Lorsque le blâme était déplacé, il contredisait les documents signés. Le juge n'a pas commenté les émotions. Il a commenté les faits. La décision a été rendue des semaines plus tard. Le mariage a été dissous avec une responsabilité clairement attribuée. La répartition des biens reflétait cette responsabilité. Des dommages et intérêts ont été accordés, non pas comme une punition, mais comme une reconnaissance du préjudice. Eric a déménagé peu de temps après. Il a fait ses valises en silence. Il s'est excusé une fois. J'ai accepté ses excuses sans rouvrir le passé. Tourner la page ne nécessite pas de réconciliation. Daniel a obtenu un résultat similaire. Nous avons parlé brièvement après que tout ait été finalisé. Il n'y a pas eu de célébration, seulement du soulagement. Ce qui m'a le plus surprise, c'est la légèreté que j'ai ressentie dans ma maison une fois que la vérité y était passée. J'ai repeint les murs, ouvert les fenêtres, récupéré la table de la cuisine où je travaillais et m'inquiétais en même temps. J'ai recommencé à dormir toute la nuit. En y repensant, il y a des choses que j'aurais aimé que quelqu'un me dise plus tôt. Faites plus confiance au schéma Como. Ne confrontez pas lorsque vous êtes confuse. Confrontez lorsque vous êtes préparé. Protégez vos finances, vos documents et votre système de soutien discrètement et tôt. Le silence n'est pas une faiblesse lorsqu'il est intentionnel. Attendre ne signifie pas accepter. Cela signifie choisir le moment qui vous protège. Cette histoire ne parle pas de vengeance. Elle parle de respect de soi soutenu par des preuves. Je n'ai pas gagné parce que j'ai attendu. J'ai gagné parce que j'ai attendu avec un but. Si cette histoire a résonné en vous, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que la patience peut être une force.
Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez. Confronteriez-vous immédiatement ou rassembleriez-vous d'abord des preuves? Abonnez-vous à l'art de la vengeance pour plus d'histoires sur la force tranquille, les conséquences réelles et les nouveaux départs avec clarté.